nouveau CQFR sur la chaîne Basket Session. Pas de match la nuit dernière. Petit break là pour les deux équipes engagées en finale NBA. Le prochain match sera dans la nuit de mercredi à jeudi, mais il y a quand même pas mal d'infos, Shai. Et on peut commencer. Ça faisait un petit moment qu'on avait essayé d'éviter de parler du trade de Kevin Durant. On peut en reparler. Il y a une rumeur qui nous vient de Bill Simmons, généralement pas trop mal informé, même si c'est pas toujours facile de distinguer quand c'est ses sources qui parlent et quand c'est lui qui a une intuition. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt une intuition à lui, mais il connaît bien ce milieu, il a souvent des bonnes intuitions. Bill Simmons, il pense que Kevin Durant à San Antonio, c'est déjà fait. Le trade est déjà acté en coulisses et que les Spurs et les Suns attendent juste de pouvoir l'annoncer. Je ne sais même pas si on peut officiellement transférer des joueurs encore aujourd'hui. Je pense pas. Je pense que c'est qu'au moment de la draft ou autour de la draft. Je ne sais plus à quel moment ça commence exactement. Ouais, tu peux pas. Les tractations, évidemment, ça parle, ça discute entre GM, joueurs, équipe et tout ça. Mais c'est comme pour la free agency, évidemment que les contacts ne démarrent pas au moment où ils sont autorisés à être en contact les uns avec les autres. Moi, je pense pas que ce soit déjà fait. Par contre, qu'il y a un intérêt sérieux à partir du moment où Simon, il en entend parler. Je pense que s'il a cette intuition ou cette petite info-là, c'est aussi parce qu'il a autour de lui une équipe de gens qui sont assez connectés. Ils doivent en discuter. Et surtout, à mon avis, vu que c'est un énorme geek, il a dû étudier tous les trades possibles et imaginables. Et celui qui lui semble le plus intéressant et le plus crédible, ça doit être celui aux Spurs. Alors, après, j'ai pas écouté le passage, mais est-ce qu'il a parlé d'un package précis ou est-ce que c'est juste il pense que c'est fait Non, il n'a pas parlé d'un package précis. Moi, je m'étais posé dessus. J'en avais fait un Ouais. article, un non-article sur Basket Session là, où j'ai mis plusieurs propositions. J'avais essayé vraiment d'aller dans le détail. Et j'ai mis San Antonio dans le lot. En fait, les deux plus évidents, c'est Houston, San Antonio, c'est deux franchises texanes. Ça ne veut pas dire forcément que ça sera les plus crédibles aujourd'hui ou ceux qui ont le plus de chances d'aboutir. Juste un autre petit truc qui va dans le même sens, je viens d'y penser. Je ne sais plus quel est l'insider qui avait rapporté ça. Je pense que c'était John Gambadoro, mais qui est donc Phoenix, ouais. Phoenix. Mais plus très sûr si c'était lui, mais qui avait dit, il y a un proche de Kevin Durant qui a demandé à Akidi où est-ce qu'il allait jouer, et Durant lui aurait répondu aux Spurs. Donc, Okay. tu vois, ça rajoute ça. Voilà. Je donne un petit peu de matière en plus à la rumeur. Tu vois, ça date d'il y a quelques jours, et comme si Kevin Durant savait déjà qu'il allait jouer aux Spurs. Quel package? L'avantage, en fait, la vraie discussion pour les Spurs, c'est on sait que les Spurs, c'est une équipe qui peut faire venir un joueur phare cet été, qui a des assets en tout cas pour faire un transfert. Il y a beaucoup de fantasmes autour du potentiel transfert de Giannis Antetokounmpo à San Antonio. La différence, Kevin Durant, c'est qu'il coûte moins cher. Il est beaucoup plus vieux qu'Yanis. Il va avoir 37 ans, Kevin Durant. Il est en fin de contrat. C'est encore un joueur très très fort. Mais du coup, tu payes évidemment pas le même prix, surtout auprès des Suns, qui est une franchise un peu plus désespérée, quoique les Bucks sont presque aussi désespérés. Mais tu peux payer un peu moins d'assets. Par exemple, pour les Spurs, je peux te donner, je crois que j'en avais fait 2. Non, j'en avais fait 1. Devin Vassell, Keldon Johnson, Malaki Branham, le 14e choix de la draft 2025, encore un tour de draft, je pense qu'il faut en mettre au moins 2, et peut-être même un swap en plus, si vraiment il faut, ça ferait 3 picks. Vassell, Johnson, Branham, tu ne lâches évidemment pas le deuxième choix de draft, tu ne lâches pas évidemment Stephen Castle, je pense qu'aucun de ces gars-là seront inclus dans un deal, sauf peut-être pour Giannis. Mais sinon, pour Kevin Durant, ça m'étonnerait. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'avais écouté, mais ça, justement, je voulais voir lequel duquel tu. Attends, pardon, je te rajoute juste un truc. Ouais. Tu m'avais demandé pour Simone. Simone, justement, il a dit en faisant Durant, tu gardes le deuxième choix. Oui, non, donc ça, pour lui, c'est acquis que tu transfères pas le deuxième choix pour. Ouais, mais ça c'est obligé. Enfin, ce serait une trop grosse perte, je pense. Non, mais ça me fait penser que j'écoutais le podcast avec Jeff Teague il y a pas longtemps et qui parlait de ce trade justement. Il disait que lui, le trade qu'il voyait, c'était Devin Vassell, Harrison Barnes, le 14e pick et éventuellement un autre futur deuxième tour de draft. Enfin, donc un package qui me semble plutôt raisonnable. Enfin, c'est pas mal parce que KZ est encore un joueur très fort. Tu perds pas le deuxième pick, tu perds pas Stephen Castle. Moi, je trouve que s'ils arrivent à faire ce package-là, c'est bien. Le tien est bien. Après, entre Keldon Johnson et du coup, moi j'ai dit Harrison Barnes. Harrison Barnes, l'avantage, j'avais hésité aussi à le faire avec Barnes. L'avantage, c'est que Barnes, il est en fin de contrat. Donc pour les Suns, c'est vraiment en mode, voilà, ce mec-là, il vient, il est correct. Donc on aura une équipe correcte avec Booker, avec Vassell, avec Barnes. On aura une équipe de qualité. Et derrière, Barnes, son contrat sort du book. Donc c'est peut-être même encore plus. Enfin, c'est effectivement potentiellement mieux que Johnson.
Je trouve que ce Et serait bien. Et s'il faut voir si les Suns, à quel point les Suns croient en Devin Vassell, est-ce qu'ils considèrent que c'est une contrepartie suffisante? Du côté des Spurs, pour moi, ça se fait tout de suite. Enfin, si tu peux faire celui-là, tu le fais immédiatement. Je sais pas pourquoi je repensais vu qu'on parle beaucoup de Shai Gilgeous-Alexander en ce moment, je repense souvent quand même à cette période où Chris Paul a été avec lui et où ça a été un marqueur, à mon avis, où il a eu besoin d'un joueur qui était plus du tout dans son prime mais qui était encore très fort. Faut rappeler Chris Paul, quand il est à OKC, il est top 5 MVP, top 3 même, si je dis pas de bêtises. Enfin, il fait une saison excellente en étant un mentor incroyable. Et je me dis que KD aux Spurs pourrait avoir un peu ce rôle-là, en étant peut-être même encore enfin, plus fort que Chris Paul à cette époque, c'est difficile à dire parce que Chris Paul était encore très bon, mais tu vois, il pourrait être le Chris Paul pour Wemby en fait. Ce qu'a été Chris Paul pour Shai, il pourrait l'être pour Victor Wembanyama. Donc ouais. je trouverais que ce trade est, vu que je me suis moins penché dernièrement je me suis moins demandé où est-ce que ce serait le mieux pour KD, où est-ce que ce serait le mieux, enfin quelle équipe aurait le plus intérêt à le prendre. Ce scénario KD aux Spurs me plaît plutôt. Je pense que il a la mentalité pour être, je pense, à cet âge-là, à ce stade de sa carrière, alors un mentor. C'est pas un mec qui parle autant que Chris Paul, je sais pas, ce serait intéressant de voir justement, mais il est encore suffisamment fort et il a suffisamment d'expérience, suffisamment de succès dans sa carrière, et il serait forcément respecté par Victor, hein, pour être la bonne cible. Et c'est moins engageant peut-être que Giannis, s'ils veulent vraiment tenter de faire Giannis. Mais en fait, Victor, en plus, son joueur préféré, c'est Kevin Durant. Ouais, il y a les comparaisons. C'est ça qui est intéressant, en fait, au-delà même de juste mentor sur l'expérience, sur le succès. Tu vois, par exemple, Chris Paul, c'est un meneur qui a pu enseigner des choses à Shai Gilgeous-Alexander. Tu vois, et alors, il était un peu plus jeune, je suis allé vérifier. Il avait 34 ans, Chris Paul. C'est vrai que Kevin Durant va en avoir 37. Par contre, effectivement, il a fait une grosse saison. Il était top 7 MVP. Et il avait mené le Thunder en playoffs, ce qui n'était pas forcément attendu. Kevin Durant, ouais, c'est dans le style de jeu, tu vois. Wembanyama, c'est évidemment un Kevin Durant encore plus grand et on peut pas vraiment le comparer complètement à Kevin Durant, mais il y a parfois quelques similitudes et il y a surtout une envie de la part de Wembanyama qu'il y ait des similitudes. On sent quand même qu'il y a une influence de Kevin Durant dans son jeu, et du coup, ça peut être intéressant pour lui de jouer avec le modèle, le modèle original. Je partage aussi ton avis. Je pense que finalement, la manière dont le Thunder, très jeune, arrive à se hisser au sommet de la NBA, ça peut te laisser penser, si tu es dirigeant, de te dire on n'est pas obligé de complètement attendre, on peut accélérer notre fenêtre sans non plus complètement signer. Ce que tu as dit, c'est je pense Giannis, si tu veux faire le deal, il faut peut-être lâcher Castle et le deuxième choix, pardon, ou au moins l'un des deux. Il faut lâcher sans doute plus d'atouts. Ça peut être un peu plus compliqué. Après, Yanis, par contre, il est plus jeune, donc il peut te garantir une plus longue, comment dire, ouais, t'es plus longtemps au sommet. Pour Kevin Durant, si tu le fais venir, tu as une armada tout de suite avec Wembanyama, Durant, Castle, Fox. Donc, tu as vraiment ton trio qui est déjà fort. Par contre, comme je le disais, 37 ans, et derrière, en fait, ton équipe, c'est ça. C'est-à-dire que tu as lâché des pics pour Fox, tu as lâché des pics pour Kevin Durant. Tu te retrouves au moment où là, par contre, tu peux plus faire des gros deals. Ton équipe, c'est ça, il faut que ça passe un cap, quoi. Ouais. Et j'ajouterais pour Yanis que les bruits de couloir des derniers jours, c'est quand même que ce que tu nous dis depuis le début quand même, c'est que la probabilité pour l'instant, c'est plutôt qu'il reste. En tout cas, l'éventuelle demande de trade, moi je disais qu'on allait sur ce chemin-là parce que il y avait les infos dévoilées comme ça au compte-gouttes, il est ouvert à l'idée pour la première fois, machin. Pour l'instant, c'est totalement en stand-by et visiblement, il n'y a aucune tractation de nulle part pour un trade de Yanis. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi peut-être on entend plus le fait que les Spurs soient tournés vers Kevin Durant à l'heure actuelle. Mais moi je trouverais que ce serait une très bonne chose. Je me demande juste par contre, est-ce que vraiment la contrepartie pour Phoenix, est-ce que si t'es les Suns aujourd'hui, même si t'es désespéré, est-ce que Devin Vassell, qui est un très bon jeune joueur au demeurant, plus le 14e pick, plus un vétéran qui sera en fin de contrat type Barnes ou Keldon Johnson qui est un bon joueur mais qui est pas un top joueur de la ligue, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tu peux vivre avec ça? Tu vois, est-ce que tu te dis bon on a lâché KD, le projet KD, Booker, Bill est mort, mais on a récupéré satisfaisant. Est-ce qu'ils sont désespérés au point d'accepter un truc pas aussi élevé que ce qu'on pensait au départ? Kevin Durant, il est free agent dans un an, hein. C'est vrai. Donc s'il part pas maintenant, s'il veut, il part libre.
Après, il y a la possibilité Kevin Durant qui reste à Phoenix, elle existe encore. Elle existe encore. Il y a encore des fois des discussions sur une éventuelle prolongation de contrat. Il y a quand même un coach qui vient d'être choisi, il y a un GM qui vient d'être choisi. Il y a encore une manière de rétablir un lien. Maintenant, si transfert de Kevin Durant il y a, et c'était tout l'idée de l'article que je vous invite à lire, c'est qu'en fait, c'est pas simple du tout. Il pèse 57 millions en ayant 37 ans. Les candidats au titre, ils n'ont pas cet espace en fait. Ils n'ont pas de ils n'ont pas de place sous le cap, donc ils doivent renvoyer 57 millions. Si tu es une équipe qui est candidate au titre aujourd'hui, par définition, les 57 millions, ils représentent des joueurs majeurs de ton équipe. Est-ce que tu vas changer Jaylen Brown pour Kevin Durant? Non. Est-ce que tu vas changer? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vas aller changer? Donc, il y a des hypothèses avec Denver, avec Minnesota, mais allez, tout de suite, en fait, les packages sont pas si intéressants que ça. Il y a pas, tu vois, t'es pas comme dans la position de Giannis où tu peux te dire, je vais réfléchir pour Jalen Green. Tu vois, un mec très fort quand même, ou je vais réfléchir pour, je sais pas, l'offre des Raptors, je la trouve très faible, mais comment dire, il n'y a pas d'Amen Thompson. Je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, les Rockets ne mettront pas Amen Thompson dans un deal, peut-être même pas pour Giannis. Mais ce qui est sûr, c'est que pour Kevin Durant, il n'y a pas un Amen Thompson. T'as même pas, les Spurs, on l'a dit tout de suite, ils ne vont pas mettre le deuxième choix pour Kevin Durant. Ils ne vont même pas mettre Stephen Castle, qui vient juste de finir sa saison rookie, pour Kevin Durant. Donc, pour les Suns, il n'y aura pas non plus un marché ultra attractif. Apparemment, eux ne veulent pas de 4. Parce qu'il y a toujours cet intérêt, et je trouve que ce serait une erreur pour les Knicks, mais il y avait ces rumeurs, Kevin Durant, les Knicks se sont intéressés à Kevin Durant à un moment de la deadline. Il y a le côté, tiens, on n'a qu'à swap Kevin Durant contre Karl Anthony Towns. Je pense que les Knicks n'auraient pas intérêt à faire ce deal. Karl Anthony Towns est quand même est plus jeune que Kevin Durant. Je ne pense pas que ça serait nécessairement une bonne idée pour New York. Et apparemment, les Suns, de toute façon, ils ne veulent pas de 4. Donc, à partir de là, tu n'as pas des offres faramineuses, quoi. Il n'y a pas des trucs exceptionnels. Et Devin Vassell, tu l'as dit, c'est un joueur jeune. L'idée pour Phoenix, c'est de tourner cette page. Si jamais il y a vraiment trade de Kevin Durant, si on se dit, OK, c'est irrattrapable, on ne peut pas couper Bradley Beal, ce qui est toujours ça aussi. Et de toute façon, j'imagine que l'un dépendra de l'autre. S'ils n'arrivent pas à couper Beal, je pense qu'ils seront obligés de trader Kevin Durant. S'ils se disent non, on ne veut pas donner 50 millions, 60, 120 millions même à Beal pour rien, ils vont devoir se retrouver à trader Kevin Durant. Et là, l'idée, c'est juste de mener une transition, en fait. Booker, il est quand même très bien parti pour rester. Il a été impliqué dans le processus. C'est même son coach favori qui a été choisi. Booker va rester. Ils n'ont pas leur pic, donc ils doivent être compétitifs, ou au moins, à minima, être suffisamment compétitifs pour ne pas envoyer un choix dans le top 5 à Houston dans les prochaines années. Là, Vassell, c'est un joueur athlétique jeune, c'est ce qui leur manque, c'est typiquement ce qui leur manque, capable d'assurer quand même un peu de scoring aux côtés de Devin Booker. Et voilà, et l'idée, c'est de te dire, pendant 2 ans, on essaye au moins d'être potable. Dans 2 ans, Booker, il est encore dans son prime, et à ce moment-là, dans 2 ans, on aura fait table rase de tout ce qui était les finances en trop. Il n'y a plus Bill, il n'y a plus Durant. On repart avec une situation saine. On a récupéré des assets entre-temps. Va savoir ce qui peut se passer pour nous dans 2 ans. Peut-être que dans 2 ans, on est en position de faire venir Anthony Edwards. Peut-être que dans 2 ans, on est en position de faire venir, va savoir quelle star qui veut plus jouer à tel endroit ou tel endroit. Tu vois. Je pense que c'est ça le but des Suns. Et avec Vassell, tu récupères un joueur jeune qui a un contrat plus que correct, qui a pas encore montré tout son potentiel et qui a des qualités athlétiques. Et en plus, tu récupères potentiellement, je pense, au moins 2 premiers tours de draft. Donc celui de cette année, le 14e et un autre. Pour Phoenix, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Il y a un monde où Vassell devient un excellent joueur, un All-Star, c'est très possible. Là, il est dans un contexte un peu différent. Puis pour revenir rapidement sur les free agents, Phoenix peut être une destination pour des free agents. On sait que c'est une ville qui est assez prisée au niveau fiscal, tout ça, ça reste intéressant. C'est une franchise qui n'a pas hésité à dépenser, qui veut avoir des infrastructures au top. Enfin, donc c'est pas dégueulasse de penser que là il y aura une traversée du désert. S'ils ont vraiment acté que c'était terminé et qu'ils allaient reconstruire, écoute, moi je pense que ce trade il s'entend parfaitement. Yes, bon, on verra autour. Bill Simmons, s'il prédit autour de la draft trade. Ah, si je voulais rajouter un truc sur Giannis. Si je me souviens, c'est ce que j'avais dit dans un CQFR là où on répondait aux questions. Ouais. Giannis, en fait, son trade pour moi, il peut arriver que après le gros de la free agency. Parce que d'abord, même dans son intérêt à lui, c'est de voir qu'est-ce que Milwaukee d'abord peut faire en fait.
qu'est-ce qui se passe à la free agency, et en fonction de la free agency, en fonction des trades, de qu'est-ce qui s'est passé, là, se dire, OK, là, je vois que maintenant... Parce qu'en fait, aujourd'hui, Giannis, il n'a aucun moyen de savoir quelle sera l'équipe de Milwaukee à la reprise. Mais après les 2 premières semaines de free agency, il aura tout de suite une vision un peu de OK, qui a été signé, qui n'a pas été signé, qu'est-ce qui se passe. Et là, tout de suite, il pourra se dire OK, non, là, c'est trop compliqué. Tu vois, et là, éventuellement demander son trade. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'on n'entend plus parler. C'est qu'un trade de Giannis, il ne peut pas intervenir au moment de la draft. Ça me semble improbable. Peut-être que je me tromperais, je me trompe, mais vraiment, ça me semble hautement improbable que Giannis y ait un trade, même au coup d'envoi de la free agency. C'est d'abord voir ce que font les Bucks. Je te propose qu'on parle un peu de DeMarcus Cousins qui a pété les plombs à Porto Rico. C'est des images. On voit DeMarcus Cousins qui s'est embrouillé avec des spectateurs à plusieurs reprises. Ils lui ont balancé aussi de la bière. Ça avait un petit côté malice à De Palace, où il était tenté de rentrer dans les tribunes pour faire justice lui-même. Il a été arrêté la sécurité l'a empêché d'aller distribuer des patates dans les tribunes. Il y avait 5 mecs sur lui à la fin pour le plaquer et le foutre au sol. Il voulait vraiment découdre. Après, moi personnellement, les images, elles sont catastrophiques, hein, des fans qui balancent des trucs. Ça fait longtemps qu'on ne veut plus voir des trucs comme ça, hein, mais bon. J'éviterais ce genre de choses du côté de Porto Rico, personnellement. Mais dans les images, c'était impressionnant. J'avais oublié que DeMarcus Cousins jouait encore, hein, vu qu'on l'avait pas mal vu en tant que consultant occasionnel, en train de sortir des trucs pas toujours très très pertinents. Mais les images, j'ai vu ça ce matin. Ouais, ben voilà, ça sera sans doute sur Basket Session si jamais ça vous intéresse de voir DeMarcus Cousins qui s'embrouille avec des fans. Il y a plusieurs images, il y a plusieurs moments. Il s'embrouille aussi d'abord en bord terrain, après il s'embrouille quand il sort. Enfin bref. Mais par contre, je suis d'accord avec toi. On peut parler de DeMarcus Cousins, mais pareil, le public, pourquoi tu balances des trucs sur un genre. Enfin bref. Ah là là, passons. Les Knicks éventuellement seraient prêts à tout ou presque pour faire venir Jason Kidd sur le banc. En tout cas, il y a un intérêt des Knicks pour Jason Kidd, sauf que Jason Kidd est sous contrat avec les Mavs, donc ça pourrait vouloir dire un trade si jamais les Mavs acceptent. Et généralement, ce genre de trade, c'est un tour de draft à peu près pour faire venir un coach. Qu'est-ce que t'en penses, Jay ? Du coup, il y a vraiment intérêt mutuel. Hein. On dirait que les Knicks sont vraiment sur le coup, que Kidd, il trouverait peut-être un moyen de retrouver une situation très compétitive tout de suite. Hein. Tu vas dans la conférence Est, une équipe qui était en finale de conférence pour laquelle il manquait pas tant de choses que ça, finalement. Il peut s'extirper de la situation qui est pas simple, même si tu récupères Cooper Flagg. On rappelle que Kyrie Irving va très probablement pas jouer de la saison ou pas loin. Attendu en janvier quand même. Ouais, mais bon, ça relève peut-être du miracle. Ouais, s'il revient en janvier, ça va, mais on l'imagine pas en full force et mener une équipe vers le titre en revenant en janvier d'une blessure aussi grave à cet âge-là. Je lui souhaite qu'il revienne très bien et je pense qu'il nous régalera encore quand il reviendra. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que du point de vue de Kidd, à coacher, la situation est peut-être plus enviable à New York qu'à Dallas si son objectif c'est d'être très compétitif tout de suite. Et je pense que c'est son cas. Hein. Il a eu très souvent des situations plutôt dans des équipes comme ça plutôt qu'en reconstruction. Il est un tout petit peu peut-être avec Milwaukee à un moment sur les débuts de Giannis, sur les années où Giannis a commencé à découvrir ses pouvoirs, il était dans ce mode-là, mais je pense que c'est un coach qui veut vraiment jouer le titre maintenant, mais c'est peut-être plus facile à New York. Puis il se sort d'une situation où on va lui rappeler tout le temps, où il va entendre tous les jours et Luka Doncic et machin. Enfin, je pense que c'est pas mal. Après, qu'est-ce que devront donner les Knicks ? Est-ce qu'il y a eu un trade impliquant un coach depuis Doc Rivers? Il y a eu autre chose depuis? Tu me mets un doute. Je suis pas sûr, mais en tout cas, oui, ça se réglera à coup de tour de draft, de cash considerations encore et de choses comme ça, je pense. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est un pic. Généralement, c'est un pic. Il y a Théo qui nous souffle aussi que visiblement, il y a des rumeurs autour de Chris Finch. Moi, je les ai pas vues jusqu'à présent. J'ai surtout entendu parler de Jason Kidd. Le truc pour les Knicks, c'est que du coup, on entend beaucoup, c'est ce qu'on se disait avec Théo avant le coup d'envoi avant de lancer ce CQFR. C'est finalement les Knicks, t'en entends beaucoup parler sur des joueurs, et là tu vas lâcher un de tes assets, sachant qu'ils en ont pas beaucoup, hein, ils en ont mis 5 pour Michael Bridges des tours de draft. Je crois que là, des tours de draft à échanger, ils en ont qu'un ou deux, et tu te retrouveras à en lâcher peut-être un
à part si Dallas accepterait des seconds tours, et encore, je suis même pas sûr que les Knicks aient des seconds tours, mais tu lâcherais un tour de draft pour finalement faire venir Jason Kidd, et après, tu as encore moins d'atouts pour des joueurs. Alors après, peut-être que New York veut garder son effectif, mais Moi, je pense ça, hein. Je pense qu'ils sont sur le mode, vu qu'ils ont l'air d'avoir identifié que c'était la méthode Thibodeau qui était limitante pour leurs espoirs de titre, qui est peut-être vrai, on verra, hein. Je pense qu'ils se disent on prend les mêmes, on recommence, mais avec un autre coach. Alors il y aura peut-être quelques petits ajustements, hein, je pense. Si un nouveau coach, j'imagine qu'il aura envie d'une rotation un peu plus large, peut-être avec les joueurs qui sont déjà là. Peut-être qu'on va voir des joueurs qui sont là jouer un peu plus. Mais je les imagine pas très très agressifs sur le marché, ou bouger des joueurs qui étaient là. Tu vois, ils ont leur équipe. J'ai l'impression que c'est vraiment l'équipe que voulait Leon Rose, qu'espéraient les Knicks. Et ils sont pas très loin de la vérité. Finale de conférence dont ils étaient favoris, hein, en plus, hein, donc ça peut s'entendre. Ce qui est étonnant, c'est que les Knicks, finalement, tu te poses la question de savoir, mais est-ce qu'il y avait vraiment un plan au moment où ils ont viré Thibodeau? Et si le plan, c'est vraiment Jason Kidd, l'option numéro 1 depuis le début, c'est quand même super risqué parce que là, on en parle et tout, mais en fait, Dallas peut dire non. Les Mavs peuvent juste dire, bah non, on n'a pas envie. Ils ont dû discuter en marge. Enfin, Ouais, les dirigeants entre eux, ils se ouais. connaissent tous. Je pense qu'ils Ouais. se sont dit bon, c'est bon, si on peut faire le deal pour Jason Kidd, on passe à l'action directe, parce que le renvoi a été très très rapide quand même après l'élimination, hein. Ouais. Bon. C'est vrai. Non, t'as raison. Après, est-ce que Kidd c'est un bon choix? Moi, voilà, il y a des saisons où je me dis il est incroyable, d'autres où je le trouve assez déconcertant, plus sur l'attitude que sur le coaching en lui-même, où c'est un très bon coach, hein. New York, c'est particulier. Il l'a connu un peu. Il a joué une saison. Ses débuts de coach, c'était à Brooklyn. Ce serait Il a joué à New retour, Jersey aussi. ce sera un retour. Oui, bah ouais, New Jersey, évidemment. Mais bon, New Jersey, t'es un peu en marge quand même. Tu vois, t'es Ouais. pas dans le tumulte de la New York avec. Il y avait des journalistes et la presse qui était présente, mais ça reste un peu différent quand même. Je voulais dire, par contre, partout où il est passé, il a quand même réussi à créer des défenses de qualité. C'est un bon Et coach. ça peut être quelque chose d'important quand même pour les Knicks d'avoir une défense correcte, même si on plus que correcte, même si on a aussi souligné leur limite offensive avec Thibodeau. Ouais. Bon, à voir ce que ça donne. Je te propose qu'on termine avec juste un petit mot de WNBA. Les deux belles perfs des Français. Je crois que tu voulais parler de Darius Ah oui, Garland. Darius Garland, bien sûr, oui. Mais on finira avec plaisir avec le T'as raison. WNBA, évidemment. Mais oui, Darius Garland, blessé opéré du gros orteil, 4 à 5 mois d'absence, il va rater le début de la saison. Et au-delà de son absence, il devrait rater à peu près 10 matchs. Est-ce que la question, c'est de se poser, est-ce que ça met fin finalement aux rumeurs sur Darius Garland? Parce que, bon, il n'a pas une grosse blessure, mais c'est quand même, voilà, il rate 4-5 mois, et il rate le début de saison, ça laisse penser qu'il ne sera pas tradé, en fait. Moi, je pense qu'il ne sera pas tradé, et je pense que c'est bien. Alors moi, je suis plutôt dans la team Darius Garland depuis toujours. Je trouve que là, cette info-là, ça fait quand même 2 fois qu'il joue en dépit de blessures sérieuses, que certains l'ont taxé de mec soft, même des consultants. Moi, je trouve que c'est un meneur extrêmement talentueux, qu'il a essayé de jouer malgré les blessures handicapantes. Ça fait 2 fois quand même, hein. Il a traversé des trucs compliqués personnellement aussi. Je pense que Cleveland devrait insister. J'ai l'impression qu'ils vont insister. Ouais. Et forcément, sa valeur est pas la même à l'heure actuelle. Si tu sais qu'il va manquer 4 à 5 mois, qu'il va rater le début de saison, ça veut pas dire que les Cavs, la saison des Cavs est foutue si Garland rate le début de saison, hein. Mais moi, je pense que ça met effectivement fin aux rumeurs et ils vont le garder encore un peu et réessayer peut-être quand il sera revenu d'en faire, de repartir sur le backcourt Mitchell Garland. Moi, je pense qu'ils sont aussi dans l'idée que les blessures les ont fracassés en playoff, qu'ils ont été excellents en saison régulière et que ça vaut peut-être le coup de retenter la chose. Ouais, mais je te rejoins. Et je pense que c'est même le plus intelligent à faire, en fait. C'est de réessayer avec cet effectif, de se dire, OK, on a eu des blessés. L'an prochain, en tout cas, là, avant la free agency et la période des trades, on se dit qu'il n'y a pas de favori à l'Est. Il n'y a pas une équipe, une vraie locomotive qui sort du lot. On sait que les Celtics vont jouer sans Tatum, mais vont devoir dégraisser un peu. Les Knicks ont leurs lacunes, les Pacers ont leurs lacunes. Les Sixers et les Bucks sont au fond du trou. Donc les Cavs ont plein de raisons de se dire, bah, tu vois, le Magic est encore jeune et a des défauts aussi. Les Cavs ont des raisons de se dire, non, mais nous, au complet, en fait, on est la meilleure équipe de l'Est. Ouais. Le Thunder aussi s'est cassé les dents finalement l'an dernier avant de, là, aujourd'hui, arriver là où il en est. Autant nous réessayer avec nos jeunes. Tous nos joueurs sont assez jeunes. Garland, Mitchell. Voilà. Moi, je serais assez surpris aussi que les Cavs fassent un gros trade.
Même de Jarrett Allen. Je pense que c'est peut-être des trucs à la marge, mais je serais pas surpris que les En Cavs cours de repartent saison, il avec faudra voir. Si la saison se passe pas comme prévu, Oui, peut-être voilà. qu'avant la deadline, ils décideront des choses. Mais pour moi, je les vois vraiment repartir comme ça. Et c'est ce que tu dis est tout à fait juste. Le paysage à l'Est est quand même assez, assez incertain. Ça s'est dégagé de manière un peu inattendue avec ce qui arrive à Boston. Le fait qu'Indiana soit de facto la meilleure équipe de l'Est en playoff, ça reste une équipe qui est perfectible et qu'on ne voit pas forcément dominer une saison régulière. Donc il y a plein d'ouvertures possibles pour les Cavs, surtout s'ils se disent c'est les blessures. On avait ce qu'il fallait, mais on a été fracassé par les blessures. On remet le couvert. Et après seulement, si vraiment ça marche pas et que sous cette version-là, on peut pas y arriver, on changera et on a des leviers à activer, dont Garland, dont Jarrett Allen. Voilà. Je pense qu'on va les revoir sous le même visage. Et c'est tant mieux parce que c'était une super équipe en saison régulière. C'est juste dommage qu'ils aient pas pu confirmer après. Yes. Allez, dernier petit mot de WNBA avec les belles perfs des Françaises, Janelle Salin et Carla Leight. Ouais, les Valkyries qui sont à 4 victoires, 5 défaites, donc c'est plus que ce que je pense beaucoup de gens attendaient. Et là, pour le coup, nos Françaises ont été très très en vue. Elles ont gagné 89-81 contre les Sparks à Los Angeles en prolongation. La prolongation, c'est Carla Leight qui la décroche sur un flotteur à 20 secondes de la fin. Elle avait des miettes de temps de jeu depuis quelques semaines, après avoir eu de bons passages. Et là, directement, on leur donne une vingtaine de minutes. J'ai plus le timing exact, évidemment. Je l'ai pas sous les yeux. 26 minutes. Et elle a été impactante. Janelle Salin aussi, évidemment. Et du coup, ça fait une belle victoire. Salin, 21 points, 8 rebonds. Des paniers aussi assez importants. Et Carla, je retrouvais ses stats. Voilà, 15 points, 5 rebonds, 3 passes, 1 interception, plus 11. Alors, 16 tirs, 6 sur 16. C'est toujours... c'est une joueuse agressive. Elle a beaucoup raté à 3 points. En fait. Voilà. C'est une joueuse agressive, c'est une jeune joueuse qui n'a pas peur. Elle n'a pas peur, c'est ce qui est intéressant. Elle va prendre les tirs, elle s'en fiche d'être une rookie, de jouer dans la meilleure ligue du monde. Quand elle a les opportunités et les minutes, elle va prendre ses tirs. Et parfois, ça donne des choses intéressantes comme ce panier clutch, ce flotteur pour emmener les Valkyries en prolongation et donc les emmener aussi vers la victoire. Voilà. Golden State, 4 victoires, 5 défaites. C'est plus que les Sparks qui étaient attendus un peu plus haut. 3 victoires, 7 défaites pour les Sparks. Yes, allez, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.